et leur classe politique. Il y a une sorte de divorce entre les Ivoiriens et leurs institutions républicaines. C'est un constat qui est implacable, tout le monde le fait. Après, il y a le volet organisation des élections, avec l'institution qu'on appelle la CEI. Sur la question des institutions républicaines, au-delà de la CEI, il y a la nécessité de construire ce que nous appelons l'État rationnel. Comment faire en sorte pour que les Ivoiriens reprennent confiance dans les institutions. Quand vous avez un appareil comme la justice, quand vous avez un appareil comme le Conseil constitutionnel, quand vous avez des appareils comme le Parlement, des appareils comme l'exécutif même en tant qu'entité, en tant que pouvoir, dont le fonctionnement pratiquement sont liés tous au pouvoir exécutif. Les pouvoirs sont censés être séparés, de sorte qu'aucun homme n'accapare lui seul l'exclusivité du pouvoir central. Mais dans le fonctionnement de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, nous avons un système qui est hyper présidentialiste, où la société, dans son entièreté, est régie par les décisions ou les humeurs d'un seul individu. Notre pays l'en a voulu ainsi, mais aujourd'hui, ça devient un écrasement de toutes les autres institutions. Donc, il y a des réformes profondes à faire là-dessus. C'est d'ailleurs pour ça que, dès que je suis entré au Parlement, j'ai proposé une réforme de la Constitution pour rendre nos tests plus transparents, pour rendre nos institutions plus crédibles dans leur fonctionnement. Malheureusement, tout à l'heure, je vous l'ai dit, ça a été balayé du revers de la main. Et donc, il y a des réformes profondes à faire là-dessus. Il y a des institutions qu'on doit pouvoir élaguer, parce que dans leur fonctionnement, elles ne sont plus utiles, efficaces dans l'amélioration du sort des populations. Quand nous prenons par exemple le Sénat, pour nous c'est une structure surabondante. Quand nous prenons le Conseil économique et social, pour nous c'est une institution surabondante. Ainsi de suite, il y a des institutions qui vont pouvoir disparaître si demain nous avons l'appareil d'État. Après, vous avez la Commission électorale indépendante. Pendant une trentaine d'années, une quarantaine d'années, les élections ont été considérées comme truquées, comme manipulées par le pouvoir central. Et ça a été donc une volonté populaire d'avoir un instrument indépendant capable de faire des élections dont les résultats ne soient pas contestés. Malheureusement, la CEI, la Commission électorale indépendante, n'est que le résultat de la crise de confiance qui existe entre les acteurs politiques ivoiriens. Au lieu de faire une commission indépendante, ils en ont fait un appareil d'influence des partis politiques, qui eux-mêmes, en aucune manière, ne peuvent se faire confiance. Donc, évidemment, la Commission électorale indépendante ne peut porter de la visibilité en termes de transparence, en termes de confiance. Alors, on a fonctionné ainsi avec ça depuis 2000, avec chaque année, chaque 5 ans, des élections sont organisées, parfois conflictuelles, qui aboutissent à des morts. Et le drame, c'est qu'on ne tire pas de leçons d'un drame à un autre. Et nous allons à une élection de 2025 que certains auraient voulu, et je suis d'accord avec ça, inclusive, mais malheureusement qui est en quelque sorte le recommencement d'un système qui a commencé depuis 2000 avec les exclusions qui ont abouti chaque fois au même résultat. Nous en sommes là. Alors vous demandez, est-ce que l'élection qui va se dérouler se tiendra dans des conditions de transparence, ainsi de suite, par rapport à cette commission-là? Ce n'est même pas la commission en tant qu'institution qui pose problème. Ce sont les animateurs de cette commission-là. Et ils ne fonctionnent que sur la volonté des partis politiques qui ont voulu une CEI politique. Et donc, on va faire avec. Pour y aller et espérer que ceux qui sont à la tête de cette commission-là vont faire preuve de patriotisme, vont faire preuve de conscience, j'allais dire, citoyenne, et faire en sorte qu'enfin, on ait une élection qui va être transparente. Mais ça ne veut pas dire que chacun de nous doit participer à cette élection-là, quelles que soient les conditions. Mais en même temps, ça ne veut pas dire aussi qu'il faut tomber dans le piège qui est très souvent tendu par le pouvoir, qui crée des blocages et qui se comporte en surhomme, de sorte que l'opposition aille au boycott et que sur un tapis rouge, il conserve le pouvoir d'État. Je pense que cette fois-ci, on va pousser plus loin la réflexion pour ne pas qu'ils aient un boulevard devant eux et agissent. Parce que quelle que soit la participation, si l'élection se tient, même s'il y a 10%, un pouvoir est en place. Ouais. Donc autant réfléchir autrement et trouver les conditions pour pouvoir y aller. Et donc, il faut se battre. Il faut demander au pouvoir central de faire en sorte que l'élection se tienne dans les meilleures conditions possibles.
que les résultats soient acceptés par tous. Il y a un constat qui est clair. Depuis 2010 jusqu'en 2023, il y a environ 4,5 millions d'Ivoiriens qui ne sont plus retenus aux urnes. C'est un fait. Comment on fait pour recrédibiliser le processus, pour que ces Ivoiriens reprennent confiance dans le processus et aillent voter? Eh bien, c'est le défi que nous avons relevé en 2025, avec un discours peut-être qui va réveiller les consciences et qui va pousser les Ivoiriens à aller participer. Quelles que soient les conditions qu'on peut mettre en place, si un peuple veut le changement, il l'obtient. J'en suis convaincu. Très bien. Il nous reste 2 sujets et après, on tire malheureusement vers la fin de cet entretien passionnant. Tout à fait. Je vais les annoncer. On va parler de votre parti politique, enfin de votre mouvement politique, des activités que vous avez en France. Et ensuite, je pense que les gens m'en voudraient de vous recevoir sans vous faire réagir à la fameuse affaire Corsair. J'ai juste une petite question là-dessus. Mais avant ça, vous êtes en France actuellement. Votre mouvement politique a une activité. Moi, la question que je voudrais vous poser, c'est quelle place vous accordez à la diaspora dans votre action politique? Et surtout, en retour, vous pensez que cette diaspora-là, quel rôle elle peut jouer dans le débat politique en Côte d'Ivoire? Ah, mais vous savez, la Côte d'Ivoire est un pays bizarre, en fait. On en est à se dire qu'on peut s'en sortir sans exploiter toutes les intelligences des enfants de la Côte d'Ivoire. Aucun pays au monde ne peut se développer ou ne s'est développé avec l'intelligence des enfants des autres. Tous les pays au monde qui s'en sortent aujourd'hui ont construit les hommes qui portent leur développement. Il n'y a que nous en Afrique, et principalement en Côte d'Ivoire, que nous pensons qu'une seule personne doit penser pour tous et que c'est elle seule qui doit régir toute la société. La Côte d'Ivoire a l'une des diasporas les plus compétentes. Aller au Canada, ici même en France, aller aux États-Unis, aller un peu partout dans les pays développés, vous avez des ressources humaines d'une rare qualité qui sont de la diaspora ivoirienne. Malheureusement, on n'exploite pas cette diaspora-là. Aujourd'hui, la crise qu'il y a avec le cas Thiam, avec la loi de 1961, le fameux article 48, ouais, le fameux article 48. qui aujourd'hui est devenu une sorte de couperet, qui a fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'Ivoiriens découvrent avec ahurissement qu'ils ont perdu leur nationalité et qu'ils ne sont plus Ivoiriens. Parce que pour une raison X ou Y, ils ont contracté une autre nationalité. C'est des questions profondes qu'on doit débattre demain. Mais si vous prenez le projet de société de la DCI, qui retrace les piliers sur lesquels nous voulons bâtir la société de confiance, vous avez la diaspora que nous qualifions de ressources rares. Dans notre projet, la diaspora est qualifiée de ressources rares. Une ressource rare, on développe une politique pour l'exploiter. Une ressource rare, on développe une politique pour l'avoir avec soi. Et donc, pour nous, la diaspora doit occuper une place centrale dans le développement de la Côte d'Ivoire tel que nous le concevons pour les années qui arrivent, 2025, 2030, 2035, 2040. En commençant, par exemple, par lui donner une place pour s'exprimer. Et là où elle peut s'exprimer le plus, c'est l'Assemblée nationale. Donc, dans notre projet de société ADCI, nous pensons que les prochaines législatives qui vont avoir lieu, celles qui vont en 2026, peut-être vont être déjà trop proches, mais dans les futures élections qui arrivent, puisque nous pensons que ce pouvoir d'État-là, nous allons l'avoir un jour à la main, nous allons faire en sorte que la diaspora elle-même désigne ses représentants qui vont porter sa voix au niveau du pays. Parce que nous savons que nos diplomates à travers le monde, très souvent, sont aux abonnés absents quand les Ivoiriens ont besoin de comprendre ce qui se passe. Donc, nous allons désigner des représentants de la diaspora à travers leur propre choix dans les élections. C'est l'élément important. La deuxième chose, c'est comment créer un système qui puisse permettre la sécurisation des investissements de notre diaspora. Moi, je suis dans l'investigation en tant que journaliste. J'ai travaillé sur plusieurs dossiers d'Ivoiriens qui ont passé des années ici, qui ont écouté l'appel de notre chef d'État, qui leur a invité à revenir au pays pour investir, et qui sont partis au pays, qui ont été confrontés systématiquement à la corruption, qui ont été confrontés à la mafia du foncier, et qui ont tout perdu, qui sont retournés sur leur pas, et qui aujourd'hui freinent des cas de fer quand on parle de retour au pays.
Moi, je viens d'arriver du Canada, je viens de la Chine, je voyage un peu partout. Et le discours que portent nos diasporas, c'est quelle est la crédibilité du système que vous avez mis en place là-bas qui puisse nous encourager à retenir nos compétences. C'est extrêmement important. Et donc, nous sommes en train de mettre en place une véritable politique de réappropriation de nos ressources humaines qui sont hors du pays. Je viens de rencontrer le ministre de l'Enseignement supérieur il n'y a même pas encore 3 jours en retraite de Chine. Je suis allé lui demander, monsieur le ministre, quel est le modèle sur lequel nous formons nos cadres? Est-ce que nous avons des scientifiques? Est-ce que nous avons des gens qui pour former ceux qui vont créer demain les outils de développement? Et c'est là que le ministre m'informe qu'en 2025-24, il avait lancé le recrutement de 34 professeurs, 34 assistants en mathématiques dans nos universités. Ce n'est pas un concours, hein, de recrutement direct. Et sur les 34, il n'y a eu que 4 candidats en mathématiques. En matière de physique, sur 37 postes, il n'y a eu que 7 candidats. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, vous avez des zones de la Côte d'Ivoire où, de la 6e à la 3e, les enfants ne font pas de mathématiques. Il n'y a pas d'enseignants. Ça pose la question de savoir, mais qu'est-ce que nous voulons? Quel est le développement que nous voulons bâtir alors que les outils de développement, les sciences dures chez nous sont en train de disparaître? Un des professeurs les plus éminents dans le domaine des sciences en Côte d'Ivoire, le professeur Salou Touré, vient de tirer la sonnette d'alarme en disant que dans 5 ans, 10 ans, on n'aura plus d'ingénieurs, on n'aura plus de professeurs de mathématiques. Mais un pays sous-développé qui ne forme pas de scientifiques, où on va aller ça? Mais plus grave, le ministre m'informe que de 2015 à 2024, ce sont pratiquement 54 Ivoiriens qui sont rentrés à Polytechnique en France ici, dont la formation a été financée par les impôts des Ivoiriens. Mais quand ils ont fini leur formation, sur les 54, c'est un seul qui est rentré au pays. Tout le reste a été complètement dispersé à travers le monde à la recherche de pays où on considère les gens qui ont ces diplômes-là. Mais ça pose des questions profondes. Qu'est-ce que nous voulons? Est-ce que nous voulons nous développer? Donc, ça nécessite une réflexion profonde pour que nous donnions la place qu'il faut à notre diaspora. Et en venant ici aujourd'hui en France, où nous organisons la première activité, j'allais dire, de notre mouvement au niveau de la diaspora, c'est ce message-là que je suis venu porter à cette diaspora-là. Pour le dire, une façon de faire la politique a été menée pendant 30 ans. Heureusement, cette façon de faire la politique-là va s'estomper bientôt, va s'arrêter. De nouvelles dynamiques politiques arrivent en Côte d'Ivoire et nous pensons qu'on ne pourra pas construire la Côte d'Ivoire sans vous. Vous travaillez durement dans des pays très froids, vous avez des ressources, vous avez de l'argent. Comment faire pour que tout ça soit apporté au pays et que nous le mettions au service de la construction de notre nation? Pour nous, c'est ça. C'est pour ça que nous disons